RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 en direct sur YouTube et que vous pourrez ensuite retrouver en podcast sur l'application et sur toutes les plateformes d'écoute. Et au sommaire, ce midi, nos invités, alors que nous marquons aujourd'hui le 31 ans depuis le début du génocide des Tutsis au Rwanda, Jessica Mviza, chercheuse et activiste, et Michael Stank, réalisateur du film Rwanda vers l'apocalypse, l'actualité de l'UEJF ensuite avec Léa Hanoun, trésorière, et on finira cette émission avec l'édito du président de l'UEJF, Youssef Murciano. L'impertinente, c'est parti pour 1 heure. RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente. Et notre invité dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ, Michael Stank, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et réalisateur du documentaire Rwanda vers l'apocalypse. Merci d'être avec nous en ce jour où l'on marque les 31 ans depuis le génocide des Tutsis au Rwanda. C'était votre 3e film sur ce génocide. Il a été diffusé au moment des 30 ans l'année dernière. Comment et pourquoi vous avez commencé à vous intéresser à ce sujet ? Écoutez, c'est assez particulier. C'est qu'il y a 7 ans maintenant, 6-7 ans, je suis tombé sur un article qui m'avait beaucoup intéressé, qui m'avait beaucoup interpellé sur le génocide des Tutsis au Rwanda, parce que cet article faisait en fait un parallèle entre le génocide des Tutsis au Rwanda et la mécanique génocidaire qui avait pu être mise en place et qui était sensiblement similaire à celle de la Shoah. Et je me suis dit, mais c'est fou, on est dans un pays africain, dans l'Afrique des Grands Lacs, on a une mécanique qui ressemble à celle des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi et quels sont les ressorts en fait de ces mécanismes-là. Et j'ai commencé à m'intéresser au Rwanda et à ce génocide, celui des Tutsis au Rwanda, pendant plusieurs années. Et c'est comme ça que je suis allé plusieurs fois là-bas et que j'ai réalisé plusieurs films. Est-ce que justement il y a des points communs particuliers qui vous ont marqué, que vous ne connaissiez pas nécessairement entre ces deux génocides ? Oui, ce qui est très intéressant dans le génocide des Tutsis au Rwanda, c'est la figure de l'ennemi en fait, qui est pointée par une propagande faite à l'époque par le pouvoir Hutu qui est en place et qui pointe en fait par les médias, par une propagande de tous les jours, la figure de l'ennemi Tutsi, comme on a eu la figure du juif pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que le Tutsi représente en fait tout ce qu'il y a de pire dans le pays et concentre tous les maux du pays à l'époque. Il est perfide, il est manipulateur, il est riche, il a toutes ces qualificatifs qui font évidemment référence à ce qu'on a déjà connu pendant la Shoah. Et ça, c'est quelque chose qui a été très important pour pendant le génocide des Tutsis. C'est-à-dire qu'on a monté la population, toute une population contre ces Tutsis, et notamment contre les femmes Tutsis. Les femmes Tutsis sont devenues durant les années 90, donc avant le génocide qui a eu lieu donc en 1994, pendant plusieurs années, on a pointé du doigt également la femme Tutsi, comme une femme manipulatrice, encore une fois, comme une femme qui va séduire les hommes Hutus, comme une femme, en fait, qui est une espionne à la solde du Front patriotique rwandais, qui était cette organisation donc militaire commandée par Paul Kagame, celle qui a, je le rappelle, arrêté le génocide. Et donc, il y a toute cette figure-là qui est mise en place par énormément de médias qui étaient présents à cette époque-là, notamment un média très connu qui s'appelait Kangura. Et c'est comme ça, en fait, qu'on désigne l'ennemi Tutsi et qu'on arrive à manipuler une population jusqu'à ce qu'on connaît, c'est-à-dire le génocide et la tuerie et le massacre en 3 mois d'1 million de personnes. Justement, comment cette différenciation et le fait de monter une population contre une autre, est-ce que avant, les Hutus et les Tutsis, ils vivaient ensemble, il y avait quelque chose de se poser la question de l'identité à ce point ? Les Hutus et les Tutsis sont 2 populations qui ont la même langue,
la même religion, le même rapport au territoire. Sauf que une propagande qui a été mise en place a expliqué très longtemps que que le Tutsi, pardon, ne venait pas du Rwanda, que le Tutsi venait d'Éthiopie, du Nil, et qu'il était en fait une sorte d'envahisseur qui était venu prendre un petit peu comment dire, le pouvoir en fait au Rwanda. Or, évidemment, ces mythes sont des mythes qui ont été créés par la colonisation, et notamment par la colonisation belge et allemande. Et en fait, quand on regarde un petit peu toutes les archives qui ont lieu, qui existent durant les années 50, 60, 70, on s'aperçoit en effet que déjà à ce moment-là, il y avait cette idée que le Tutsi était riche, et que le Hutu subissait en fait le sort des Tutsis. Il faut bien savoir qu'à l'époque, les Tutsis étaient au pouvoir et qu'en 1959, il y a eu un renversement d'alliance. C'est-à-dire que le colon belge, l'administration coloniale belge, a mis en place en fait ce qu'on appelle la révolution sociale Hutu et a porté au pouvoir les Hutus. Dans quel intérêt? Dans quel intérêt? C'est qu'on était au moment des indépendances africaines et que les Tutsis commençaient à demander, la population Tutsi, a demandé une indépendance. Et que l'administration belge a préféré renverser son alliance, qui était celle avec les Tutsis, porter au pouvoir les Hutus et installer un pouvoir Hutu. Et ce pouvoir Hutu, c'est en quelque sorte, on va dire, venger des Tutsis, qui étaient eux au pouvoir avant. Et justement, l'autorité coloniale belge qui met en place le fait que sur les papiers d'identité, on le voit dans votre documentaire, il y a écrit la race. Et on voit aussi toute cette mécanique du rôle de l'administration, du fait de noter les choses, de stigmatiser. Ça s'est mis en place durant plusieurs années. Et oui, c'est l'administrateur colonial belge qui met en effet en place sur les cartes d'identité la mention Hutu, Tutsi ou une autre minorité qu'on connaît moins qui s'appelle les Twa, et sur laquelle on doit cocher son origine. Donc Tutsi, Hutu. Ça, c'était dès les années 50. Et on s'est aperçu qu'en 1994, au moment du génocide des Tutsis, qu'est-ce qui faisait la différence, évidemment, pour reconnaître un Hutu d'un Tutsi? C'était la carte d'identité. Qu'est-ce qui faisait la différence pour tuer un Tutsi d'un Hutu? La carte d'identité. Et aux fameuses barrières qui avaient été érigées par les miliciens Hutus au moment du génocide, 1994, à partir du 7 avril au matin, les barrières sont érigées dans tout le pays. Et dès qu'on arrête une personne, on lui demande sa carte d'identité. Si dessus il y a marqué Tutsi, il est tué immédiatement. Donc ça veut dire que ce système mis en place, administratif, mis en place par l'administration coloniale belge, a eu même un effet dévastateur et terrible au moment du génocide. Vous le dites et on le voit, il n'y a pas, je cite, de folie collective, c'est une violence populaire. C'est justement cette propagande qui, durant des années, entre dans les esprits et fait qu'on peut aller tuer même son voisin. Tout à fait. On a chauffé, on a entraîné les esprits pendant plusieurs décennies. Et c'est pour ça que c'est évidemment pas un massacre spontané comme on l'a entendu. Loin de là. À l'époque, en France, on était sous Mitterrand. Et on a entendu le gouvernement français, plusieurs voix politiques du gouvernement français, parler de massacre interethnique. Sauf que les Hutus et les Tutsis ne sont pas des ethnies. Ce sont des constructions sociales. Ce sont des groupes sociaux, mais ce ne sont pas des ethnies. Et en fait, on a fait un petit peu passer dans l'opinion publique, même française, que des Noirs qui s'entretuent à l'autre bout du monde, en l'occurrence à l'autre bout de l'Afrique, au centre de l'Afrique, dans un petit pays qui est grand comme la Bretagne, et qui se massacrent, c'est un massacre de plus sur le territoire et le continent africain. Sauf que là, on n'était pas sur un massacre. On était sur une planification de l'élimination d'un groupe, d'une population, les Tutsis, visés par un pouvoir, celui qui était mené par les Hutus, et notamment par
Habyarimana et des extrémistes Hutus. Rappelons que Juvénal Habyarimana, président depuis 30 ans à cette époque, depuis 25 ans à cette époque du Rwanda, était un ami proche de François Mitterrand, soutenu par François Mitterrand, soutenu par le fils de François Mitterrand. Les Mitterrand et les Habyarimana avaient même des liens amicaux entre eux, etc. C'est très intéressant parce qu'évidemment, c'était très facile à l'époque de dire c'est un massacre entre ethnies. Justement, à ce moment-là, c'était peut-être facile, entre guillemets, mais qu'est-ce qui a fait que pendant tant d'années, il y a eu du mal à reconnaître que c'était un génocide, à reconnaître la responsabilité, voire la complicité de la France dans ce massacre, dans ce génocide? La France, dès 1990, envoie des militaires français aider et former la gendarmerie rwandaise. Pourquoi? D'abord parce qu'elle n'est pas très compétente et que les liens qui unissent la France et le Rwanda, sachant que le Rwanda était une colonie belge et pas française, mais enfin, les liens étaient très forts. On envoie donc un détachement militaire, un premier détachement militaire pour former des militaires et la gendarmerie. Et au fur et à mesure, on va envoyer de plus en plus d'aide aux militaires rwandais, donc aux militaires hutus rwandais. Et puis, on va s'apercevoir qu'il y a déjà dans les esprits de l'armée rwandaise la volonté d'exterminer, de tuer, de massacrer les Tutsis, mais que c'est des mots que des lanceurs d'alerte, d'ailleurs militaires français, vont entendre jusqu'à un témoignage accablant pour l'armée française et pour le gouvernement, celui d'un général qui s'appelle le général Jean Varret, qui est à cette époque attaché militaire et responsable de la mission de coopération militaire entre la France et le Rwanda. Il se rend au Rwanda, à Kigali, rencontre le responsable de la gendarmerie rwandais, qui lui dit « Donnez-nous des armes, nous avons besoin d'armes, nous n'avons rien. » Et donc, il dit « Mais moi, je suis là pas pour vous donner des armes, mais plutôt pour vous donner en tout cas des armes blanches qui sont pour le maintien de l'ordre, mais sûrement pas des armes létales comme celui-ci lui demande. » Et il lui dit « On a besoin d'armes car on va tous les massacrer. » On va les massacrer qui? Les Tutsis. On va tous les massacrer, ils ne sont pas si nombreux que ça ira très vite. Il est effaré par ce qu'il entend, il remonte toutes ces phrases à sa hiérarchie et personne ne l'écoute, personne ne veut l'écouter, personne ne veut l'entendre. Le général Jean Varret, un des premiers à avoir vraiment lancé l'alerte auprès des autorités françaises, auprès du ministère de la Défense, auprès de tout le secrétariat, jusqu'à l'Élysée, et personne ne l'a écouté. Ça veut dire qu'on savait et qu'on laissait cette histoire d'Africains aux Africains. Mais dans le même temps, on continuait à envoyer des détachements militaires pour former des bataillons. La responsabilité aussi de la communauté internationale, comme on l'appelle, l'ONU, qui n'a pas non plus fait son travail, entre guillemets, à ce moment-là. Oui, mais encore une fois, et vous l'avez peut-être vu dans le documentaire, Paul Kagame, donc, qui à l'époque est en Ouganda, est un réfugié Tutsi en Ouganda et qui prépare en fait plusieurs incursions au Rwanda et qui va mettre fin en fait avec le FPR, le Front Patriotique Rwandais, qui va mettre fin donc au génocide, le dit dans le documentaire, on l'a interviewé là-dessus, il le dit mais on est des Noirs. Qui se préoccupe de Noirs qui s'entretuent entre Noirs? L'ONU sûrement pas. Et en effet, l'ONU ne fait rien. Et l'ONU va même reprendre ces hommes qui étaient sur place, un détachement de l'ONU qui était sur place. Et quand ça commençait à être extrêmement tendu avant 1994, dès 1993, retire ces hommes. Quel est le rôle aussi de la justice à ce moment-là? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un système foncièrement organisé politiquement et la justice est liée au Rwanda et du coup c'est impossible de traîner, entre guillemets, les responsables en justice? Est-ce que ça se fait dans les années qui suivent ou est-ce qu'il y a eu besoin de cette justice internationale pour réparer quelque part? Alors il y a eu deux choses sur la justice. D'abord, il y a eu des tribunaux populaires qui ont été mis en place par le Rwanda, qu'on appelle les Gatsasa.
c'est-à-dire ce sont des tribunaux populaires traditionnels qui ont permis de juger plusieurs millions de responsables des massacres. Mais évidemment, ce n'est pas une justice internationale, ce n'est pas une justice qui est reconnue par la communauté internationale, mais en revanche, c'est une justice qui a été très efficace puisqu'elle a permis en fait sur les collines du Rwanda, sur toutes les collines du Rwanda, de faire des tribunaux et des procès avec des témoins. Et on a pu condamner, les autorités à l'époque rwandaises ont condamné des centaines de milliers de personnes à des peines moins lourdes que celles qu'ils auraient eues d'ailleurs dans une justice internationale, parce que ils ont condamné surtout, on va dire, les petites mains du génocide. C'est-à-dire les miliciens, mais pas les responsables des milices, les miliciens, comme vous le disiez tout à l'heure, un voisin qui tue 2, 3, 10, 100 personnes, ont été condamnés pour beaucoup par ces tribunaux populaires et aujourd'hui vivent au Rwanda puisqu'ils ont été libérés. Et dans un second temps, il y a eu en effet le tribunal pénal international pour le Rwanda, voilà, qui lui a jugé des responsables, des théoriciens du génocide, des génocidaires au sens propre du terme, et évidemment, il manque beaucoup de personnes à l'appel, ceux qui ont fui le pays par le Zaïre de l'époque, c'est-à-dire le Congo aujourd'hui, qu'on a laissé fuir. Quand je dis on a laissé fuir, c'est que l'armée française a laissé fuir le gouvernement intérimaire de l'époque, celui qui avait planifié le génocide. De quelle manière? C'est qu'à l'époque, la France lance une opération qu'on appelle l'opération turquoise. En juillet 94, c'est-à-dire 3 mois, fin juin 94, pardon, 3 mois après le début du génocide, c'est-à-dire à la fin du génocide, une mission dite humanitaire est envoyée, qui s'appelle l'opération turquoise, est envoyée dans le sud du pays pour sécuriser la zone et sauver des réfugiés Hutus et Tutsis. Hutus qui fuient le FPR, Tutsis qui fuient les génocidaires. Et à ce moment-là, c'est par cette zone-là, qui est contrôlée par les Français, que tout le gouvernement intérimaire rwandais, c'est-à-dire les génocidaires, fuit également. On intercepte des télégrammes entre l'ambassadeur et les autorités françaises qui demandent, et les militaires français sur place, il y a tout le gouvernement qui est ici, qu'est-ce qu'on fait de ce gouvernement? Et les réponses de Paris à l'époque, de l'Élysée, sont on les laisse passer, on ne les arrête pas. Ils passent tous au Zaïre, et parmi eux, il y a à la fois le gouvernement, mais aussi des responsables, des préfets, des bourgmestres, des responsables du génocide qui fuient en fait dans le monde entier. Et aujourd'hui, il en reste beaucoup qui vivent de manière impunie, en Belgique et en France notamment. On estime à une centaine encore en France de personnes responsables de crimes de génocide pendant le génocide des Tutsis au Rwanda qui vivent sur le sol français. En France aujourd'hui, il y a quelques procès qui ont lieu, mais très peu. Je crois qu'en 30 ans, il y a eu 6-7 procès qui ont abouti, de responsables criminels qui ont abouti à des condamnations, mais c'est très peu par rapport aux procédures qui ont été mises en place, notamment par les parties civiles rwandaises. Sur la question justement de la qualification du génocide, il y a à la fois l'ampleur du massacre, la volonté génocidaire que vous expliquez très bien dans le film et dont on voit qu'elle s'est installée pendant des années. Il y a la question des preuves aussi, de se dire il y avait des charniers, on voit des fosses. Ça, est-ce que ça a été nié? Et à un moment, vous dites dans tous les villages, il y en avait. Et par ailleurs, vous avez aussi consacré un autre film à la parole des survivantes, de 3 femmes. Pourquoi on a l'impression aujourd'hui que cette parole des survivants, des survivantes de ce génocide, elle n'est pas entendue ou alors très peu? Alors, je dirais pas qu'elle n'est pas entendue et je dirais pas qu'elle n'existe pas, parce que aujourd'hui, il y a quand même eu, depuis le réchauffement des relations entre la France, des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda, il y a quand même eu un effort de mémoire qui a été fait, un effort très important d'historiens. Il y a eu un rapport très connu qui a été commandé par Emmanuel Macron, qui s'appelle le rapport Duclerc, du nom de l'historien Vincent Duclerc, qui a remis un rapport et qui est
intéressant parce que c'était la première fois, donc ce rapport date de 2021, et c'est la première fois qu'un rapport dit ouvertement que la France porte une responsabilité lourde et accablante dans le génocide des Tutsis, mais qu'il n'y a pas de complicité de génocide, mais en tout cas de responsabilité. Donc il y a quand même des efforts qui ont été faits, en effet, entre historiens, entre commissions d'historiens. C'est au programme des terminales au lycée en France depuis plusieurs années. Donc, c'est pas inexistant. Par contre, le Rwanda reste un petit pays gouverné par Paul Kagame depuis presque 30 ans. Et ça, en France, on a du mal à comprendre pourquoi. Et on a du mal à accepter que cet homme, Paul Kagame, soit encore au pouvoir. Sans prendre parti contre ou pour Paul Kagame, moi j'ai une chose à dire, et que je redis quand même à chaque fois, c'est qui a arrêté le génocide? Qui a mis fin à l'horreur absolue? C'est cet homme et ses militaires. Et à partir de là, il faut essayer de comprendre la population rwandaise aujourd'hui, qui en effet, c'est vrai, pour avoir été plusieurs fois dans le pays, estime Paul Kagame, le voit comme le sauveur, le voit comme, en effet, quelqu'un qui les a protégés, en fait. Alors évidemment, Paul Kagame n'est pas tout rose, on va dire, c'est-à-dire que, oui, il exerce son pouvoir d'une main de fer, c'est vrai, mais ça n'empêche pas le pays, en tout cas, de se développer. Ça n'empêche pas la réconciliation d'avoir lieu, avec évidemment des choses qui ne sont pas réglées. Tout le monde ne s'apprécie pas au Rwanda, car il faut bien savoir que les bourreaux et les victimes aujourd'hui vivent encore ensemble. C'est-à-dire qu'en face de chez vous, vous qui avez été victime et dont la famille a été décimée à l'époque du génocide, vous avez la personne qui a tué votre mère, votre sœur, votre frère, votre père. Ça n'a pas été traité. Ça a été traité. C'est-à-dire qu'il y a des groupes de parole qui sont mis un peu partout en place dans le pays, mais ça suffit pas. Et il est vrai aussi que le pardon, il n'existe pas partout. C'est-à-dire que moi, j'ai discuté avec beaucoup de Rwandais qui ont perdu de la famille pendant le génocide et qui ont du mal à le dire parce que c'est pas l'idée gouvernementale qui est de réunir les Rwandais et que la nation rwandaise ne fasse qu'une, mais bien évidemment que on sent évidemment des rancœurs. Et comment ne pas sentir des rancœurs quand on a sa famille qui a été tuée et que le bourreau de sa famille habite en face? Merci beaucoup, Michael Stang, d'avoir été notre invité dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. De retour dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 et on est en direct de New York avec vous, Jessica Mouisa, chercheuse et activiste. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, vous allez à l'ONU juste après. Je voulais juste vous demander en quoi elles sont importantes, qu'est-ce qu'elles signifient pour vous, ces cérémonies, ces commémorations. Les commémorations sont importantes parce que le 7 avril 1994, le génocide contre les Tutsis qui a mené à plus d'1 million d'assassinats brutaux de femmes, hommes et enfants pour la simple raison qu'ils étaient Tutsis, est une histoire qui ne doit plus jamais se reproduire. Malheureusement, l'idéologie qui a mené à ce génocide aujourd'hui est toujours bien active, non seulement dans la région des Grands Lacs africains dans lesquels le génocide contre les Tutsis s'est produit, mais partout jusqu'en Occident où cette idéologie a été créée au sein des milieux universitaires européens et colonialistes. Donc cette journée, elle est premièrement pour entourer les personnes survivantes rescapées et leur montrer qu'elles ont une communauté de personnes conscientes de l'horreur qu'elles ont traversée et prêtes à tout pour protéger cette mémoire, la mémoire qui est aussi celle de leur vie, celle de nos disparus. Mais par ailleurs, voilà que nous sommes dans un commitment vraiment profond pour lutter contre l'idéologie, faire de l'éducation partout où nous le pouvons, partout dans le monde, ce 7 avril.
Justement, vos combats, prioritaires aujourd'hui, est-ce que, c'est transmettre la mémoire? Est-ce que c'est aussi la lutte contre, le négationnisme, le révisionnisme sur ce génocide? Oui, ça va ensemble en fait, parce que le négationnisme du génocide contre les Tutsis, comme je pense de nombreux négationnismes de crimes contre l'humanité, il est né en même temps que l'idéologie du génocide a été créée. Pendant même le génocide contre les Tutsis, pendant ces 3 terribles mois d'avril à juillet 94, les tueurs mentaient, la terrible radio RTLM, Radio d'Émile Colline, qui était surnommée la radio de la haine, mais qui aussi opérait comme une autorité, un symbole d'autorité pour les tueurs, disait que les Tutsis étaient en train de commettre un génocide pendant qu'on était en train d'exterminer les Tutsis. Et cette rhétorique-là ne s'est tout simplement jamais éteinte. Tout de suite après le génocide, il y a eu un doute qui a été mis sur la nature du génocide. Des personnes ont prétendu, notamment au sein d'institutions importantes comme l'ONU, dans laquelle je me rends dans quelques instants, qu'il y avait peut-être des tueurs et des victimes de tous les côtés. Et en fait, cette intoxication n'a jamais pris fin. De décennie en décennie, quand un narratif négationniste s'éteint, un autre prend sa place. Et c'est quelque chose que nous partageons avec nos alliés, notamment à Paris, je pense au Mémorial de la Shoah, aux associations juives de défense de la mémoire de l'Holocauste. Nous avons le même problème. Et souvent, bien souvent, les réseaux de la négation sont à peu près les mêmes d'ailleurs. Le dialogue, des mémoires justement, il est important pour vous de faire front commun, sur ces sujets-là? C'est très important. En fait, pour moi, il n'y a pas de protection de la mémoire possible. Premièrement, sans alliés, mais deuxièmement, sans comprendre profondément qu'est-ce qu'est un génocide et qu'est-ce qu'est une idéologie génocidaire. À titre d'exemple, l'idéologie anti-Tutsi est un mélange en fait entre l'idéologie coloniale, raciste, mais aussi un copier-coller de l'antisémitisme. Pendant des années, avant le génocide, les différents gouvernements extrémistes successifs parlaient de solutions finales à appliquer contre les Tutsis. Nous savons aussi que le premier président de la République rwandaise, Grégoire Kayibanda, qui était un extrémiste et un raciste, était aussi un apologiste d'Hitler. Donc nos histoires ne sont pas simplement deux histoires de génocide que nous pourrions comparer de manière un petit peu mécanique. Il y a vraiment une sorte de linéarité entre le génocide des Juifs et le génocide des Tutsis. Et donc on ne peut comprendre l'un en réalité sans comprendre l'autre. C'est impossible. Est-ce que justement aussi, pouvoir comprendre, ce génocide, en transmettre, la mémoire et tout simplement les faits, c'est aussi utiliser les bons termes et est-ce que là, vous observez une résurgence sur le fait que ce soit encore utilisé, le fait de dire génocide, rwandais? Oui, malheureusement, on l'observe beaucoup. Il y a plusieurs raisons à cela. Bien sûr, il y a l'ignorance. Les personnes qui se disent: «Ah oui, dans ces mois-là, en avril, dans ces mois-là, en 94, quelque chose de terrible est arrivé aux Rwandais». En fait, ils ne savent pas quoi, par ignorance. Donc ils disent génocide rwandais parce que peut-être qu'ils ne connaissent même pas les noms des anciennes ethnies Hutu et Tutsi. Mais il y a aussi cette stratégie qui vient des réseaux des tueurs, de vraiment présenter une histoire dans laquelle il n'y a pas de frontière entre les victimes et les génocidaires. Et donc cette utilisation de génocide rwandais, c'est pour faire comprendre que tout le monde aurait tué, qu'il n'y aurait pas eu de victimes pures, de coupables purs, et que dans ce cas-là, les génocidaires peuvent échapper à la justice. Et nous savons malheureusement que de nombreux génocidaires restent à juger en France, en Belgique, mais aussi la plupart ont fui sur le continent africain et sont notamment extrêmement nombreux au Congo. Justement, est-ce que vous avez toujours, espoir et vous militez, auprès de qui pour que la justice puisse faire, son travail? Alors, on milite un petit peu partout où on peut, dans les discussions académiques, au sein de conférences un peu plus ouvertes au monde intellectuel et culturel. On milite aussi auprès du monde juridique, auprès du monde politique, mais c'est très compliqué parce que
L'idéologie anti-Tutsi a fonctionné comme un piège. Le Tutsi a d'abord été positionné comme une population supérieure en Afrique, presque en faux africain, dans une race un petit peu traître dans cette idéologie de mort. Et tout de suite après le génocide, comme le Rwanda s'est réorganisé et s'est soulevé de ses cendres, il y a eu un espèce de retour de cette idéologie avec des personnes qui se sont dit que quelque part, c'est étrange, que le Rwanda est bien, quelque part, c'est peut-être que notre empathie collective n'a pas à se fixer sur le Rwanda parce qu'ils ont l'air d'aller bien au final. Et donc je pense que à cause de cette problématique, la question de la justice est vue comme très accessoire. Et les personnes qui sont habituellement concernées par les questions de droits humains se disent que notre question-là, particulièrement de la justice, n'est pas urgente, alors qu'elle l'est. L'impunité juridique produit la continuation de l'idéologie. Et nous nous situons vraiment 31 ans après le génocide contre les Tutsis dans cette problématique-là de l'impunité, du sentiment d'impunité. Je voulais revenir, Jessica, avec vous sur tout ce qu'on entend sur le Congo et le Rwanda, cette animosité aussi qu'on voit surtout de la part de la France insoumise en ce moment envers le Rwanda. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer simplement, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, ces enjeux et ce qui se passe dans la région en ce moment? Alors, à la fin du génocide contre les Tutsis, il faut rappeler que ce sont des Rwandais depuis l'exil qui ont libéré le Rwanda du génocide. Nous n'avons pas reçu d'aide extérieure. L'ONU n'est venue sauver personne. Aucun pays ne s'est dit qu'il fallait mettre fin à ce génocide. Donc les Rwandais l'ont fait eux-mêmes. Et ce faisant, les génocidaires ont fui, accompagnés par la France et la mission turquoise à l'époque, au Zaïre voisin, qui est désormais le Congo, la République démocratique du Congo, et ils se sont réinstallés dans la zone frontalière du Kivu, dans laquelle, bien sûr, il y avait déjà énormément de personnes locutrices de la langue nationale rwandaise, parce que les frontières sont bien sûr factices. Et cette idéologie génocidaire, elle s'est tout simplement réinstallée de l'autre côté de la frontière. Et cette idéologie du génocide, elle a métastasé dans cette région, mais aussi dans l'ensemble de la société congolaise, qui en fait aujourd'hui est une société qui est malheureusement très raciste. Il ne faut pas mal me comprendre. Les Congolais souffrent d'énormément de maux. Premièrement, de la corruption, de la pauvreté, de maladies qui auraient dû être éradiquées depuis un certain temps. Mais au lieu de chercher à refaire société et à combattre ces maux-là, ces maux qui sont politiques, socio-économiques, ils ont décidé d'agir comme les gouvernements extrémistes rwandais des années 60, 70, 80, c'est-à-dire utiliser le bouc émissaire Tutsi rwandais pour expliquer tous leurs maux et tous leurs problèmes. Et des groupes politiques comme la France insoumise se situent dans une tradition mitterrandienne de soutenir un allié qu'ils considèrent comme étant les vrais Bantous, les vrais Africains, dans un comparatif avec des Rwandais qui sont toujours un petit peu suspectés d'être cette race envahisseur, qui auraient des velléités naturelles au massacre, au pillage, à l'usurpation. Et donc on retrouve encore une fois ces dog whistles qui sont les mêmes que ceux de l'antisémitisme dès lors qu'il s'agit du Rwanda et du Congo. Le Rwanda est accusé dans les exacts termes négationnistes de la théorie du double génocide. Et l'idéologie supprime les faits, c'est-à-dire le fait que les réseaux négationnistes, les réseaux génocidaires se soient réinstallés en masse au Kivu, au Congo, et aussi amenant les pratiques du génocide dans ce pays, ces faits historiques-là sont balayés sur l'autel de l'idéologie parce qu'il est plus facile d'accuser celui que l'on perçoit comme le Tutsi, comme le juif de l'Afrique, des traditions antisémites. Et donc, toute cette grille de lecture est celle qui a été adoptée par la France insoumise, par d'autres partis politiques également, dont celui de Marine Le Pen, et malheureusement par bien d'autres réseaux à travers le monde. Une dernière question, Jessica, peut-être sur vous, votre parcours, le fait que vous alliez parler dans les écoles sur cette résilience. Comment vous le vivez? Est-ce que c'est ça dont vous pensez que ça peut aujourd'hui aider, réparer et peut-être donner plus de force à cette mémoire collective sur le génocide des Tutsis?
Oui, je crois beaucoup en l'éducation. C'est la raison pour laquelle moi-même, mon parcours, je suis avant tout une travailleuse sociale, une éducatrice. Au sein de l'association Ibuka France, quand j'étais encore en France, j'accompagnais souvent des personnes survivantes dans des établissements scolaires afin d'expliquer aux jeunes qu'est-ce qu'un génocide et surtout le fait que le génocide commence par les mots. Il commence par la déshumanisation, il commence par l'instrumentalisation d'une population visée pour ce qu'elle est, afin d'effacer les problèmes de tout un pays, voire de masquer les méfaits d'un groupe de personnes. Et dans ces conférences scolaires, j'ai toujours trouvé énormément de justesse, énormément d'empathie, énormément de compréhension de la part des jeunes auxquels je me suis toujours adressée. Je ne peux pas vraiment compter le nombre de conférences que j'ai faites depuis 10 ans. Et ça donne de l'espoir parce qu'il n'y a pas d'histoire qui soit trop compliquée à expliquer, il n'y a pas de génocide qui soit trop lointain pour provoquer notre empathie. Et encore une fois, la convergence des mémoires, ça marche. Quand on met un sens et qu'on met en lien nos différentes mémoires arméniennes, juives, tutsis et autres, en fait, les enfants comprennent. Ça fait sens pour eux. Et c'est presque comme si, à la fin de ces conférences, ensuite, ils nous remercient. Ils nous remercient de leur apporter un éclairage historique qui soit ancré dans le présent et qui fasse sens pour eux. Merci beaucoup Jessica Mouisa d'avoir été avec nous cet après-midi sur RCJ, 13h43. Et on va poursuivre avec Léa et cette émission consacrée à la mémoire du génocide des Tutsis. Léa, tu voulais revenir sur un événement que vous organisez cette semaine à l'UEJF en lien direct avec ce qu'on vient d'entendre. Oui Elsa, merci déjà de me recevoir. Parce que parler de mémoire, ce n'est pas seulement raconter le passé, c'est le faire vivre dans le présent. C'est, comme l'ont montré nos invités, transmettre, questionner, incarner. Et c'est exactement ce que fait le documentaire Vivant les chemins de la mémoire que nous projetons ce mercredi à 19h30 à la mairie de Paris-Centre avec nos partenaires historiques d'Ibuka, en présence du réalisateur Valence Kabarari, lui-même rescapé du génocide. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce documentaire ? Oui, ce qui le rend fort, c'est qu'il n'est pas sur le génocide, il est dans le génocide, mais à hauteur d'humain, à hauteur de mémoire intime. Valence, donc le réalisateur, part sur les traces de son passé avec sa sœur aînée Judance. Tous deux ont vécu le génocide, mais ce qui est bouleversant, c'est qu'ils ne l'ont pas vécu ensemble. Ils ont été séparés, ils ont fui, chacun de leur côté. Ils sont liés bien sûr par le lien familial, mais aussi par cette épreuve. Et pourtant, chacun a construit sa mémoire de façon singulière. Et c'est cette caractéristique du génocide très spécifique qui ressort dans ce documentaire. 1 million de morts, c'est 1 million de fois 1. C'est 1 million d'histoires personnelles, précises, incarnées. Des récits qui parfois s'entremêlent, mais qui laissent une trace unique chez chacun. Même au sein d'une même famille, donc, la mémoire ne se superpose pas, elle se juxtapose. Elle s'accorde ou elle se heurte, et c'est cette tension-là que raconte le film. Sans grands effets, juste avec des silences, des regards, des souvenirs parfois flous, parfois nets, et vous pouvez évidemment vous y inscrire sur les réseaux sociaux de l'UEJF. Et vous aurez aussi la chance d'échanger avec le réalisateur, c'est ça? Il témoignera donc en tant que rescapé. Oui. Et nous, en tant que juifs, quand on entend rescapé d'un génocide, on imagine une personne très âgée, une voix chevronnante, une histoire ancienne. Mais là, le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, ce n'était pas il y a 80 ans, c'était en 1994. Et tout à coup, on peut d'autant plus s'identifier. Les rescapés sont jeunes, ils parlent comme nous, ils pensent comme nous. C'est la génération, pour nous étudiants, de nos grands frères, de nos grandes sœurs, de nos grands cousins. Et leur récit, il ne nous vient pas du passé, il nous parle d'aujourd'hui, d'un présent encore en reconstruction, d'un traumatisme qui est encore à vif. Et malgré cela, comme l'a dit Jessica tout à l'heure, certains osent encore nier ce qu'il s'est passé, d'autant plus dans la période actuelle où les stéréotypes anti-Tutsis ressurgissent et le négationnisme se répand sur les réseaux sociaux. Donc contre ce négationnisme, la mémoire est un devoir. Et c'est en transition ou presque, tu voulais nous parler de ton après-midi d'hier. Évidemment, tu as profité du soleil parisien pour te poser au but de Chaumont, Léa. Pas du tout, parce que j'ai pas le vie. Non, j'aurais bien aimé faire ça, mais on a préféré passer notre après-midi au soleil, avec des gens qui disent ça. Moi, je sais que le sionisme, c'est le cancer du monde. Est-ce que vous pensez que l'antisémitisme, parce qu'eux, ils voient que l'argent. Et voilà. Les juifs ont l'argent, le pouvoir, ils sont intelligents. Il disait Jean-Marie Le Pen est un antisémite. C'est pas vrai. Il était légionnaire. Les légionnaires, ils sont 90.
50% d'étrangers. Il n'a jamais été raciste, Il n'a jamais Jean-Marie été Le antisémite. Pen. Mais quand il a dit que les chambres à gaz c'était un point de détail, c'est pas. Mais non, pourquoi? Moi je dis pareil. Très sympa en tout cas, je savais pas qu'il y avait un congrès du GUD hier. Non, c'était même pas un congrès du GUD, et ce ne sont que des extraits. La suite est à venir sur les réseaux sociaux. C'était le rassemblement, donc organisé par le Rassemblement national, ce fameux meeting de Marine Le Pen, qui selon elle n'était ni un meeting ni politique, mais bon. On y a entendu quoi? Donc ses propos complotistes, la réhabilitation tranquille de Jean-Marie Le Pen, des discours sur le grand remplacement, sur le système politico-médiatique, les juifs, les sionistes qui tirent les ficelles. C'est bien sûr les classiques. Ça, c'était dans la foule. On a un petit peu pris la température. Et évidemment, c'est pas seulement ces propos qui sont choquants, c'est aussi l'intention de ce rassemblement. Même si Marine Le Pen s'en défend, ce qui a été tenté, c'est de déstabiliser l'état de droit, de contester une décision de justice. Alors, il n'y avait pas beaucoup de monde à ce rassemblement, c'est ce qu'on a pu constater aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est assez inquiétant. Et on a pu également croiser Gauthier Boucher, qui était un candidat aux législatives, qui est toujours donc militant au RN, et qui a dit tranquillement « La Shoah ne donne pas droit à une terre ». On lui a posé la question, est-ce qu'il retire ses propos? Ce n'est pas le cas. Donc voilà, bref, on était au rassemblement du RN. Tu vas susciter des débats en tout cas. Ouais, je sens que si mes oncles écoutent cette chronique, ils auront des choses à redire. Mais ça tombe bien, parce que dans quelques jours, c'est Pessard, et on va pouvoir crier, manger, se disputer, manger le deuxième plat, se réconcilier, manger le troisième plat, ainsi de suite. Vous connaissez, jusqu'à ce que ma mère dise « Stop, la matzah, ça fait mal au ventre ». Mais tous les étudiants n'ont pas la chance de pouvoir passer Pessard dans ces conditions avec leur famille cette année. Alors pour que tout le monde passe les fêtes bien entouré, l'UEJF a une solution. Ah, c'est le retour du Pessard solidaire. Oui, et cette année encore, c'est l'UEJF Lakato qui l'organise. J'ai bien dit l'UEJF Lakato. Oui, on est très fiers. Et c'est toujours aussi drôle de le dire. Et c'est quoi le concept? Le concept, c'est très simple. Tu es seul pour les fêtes, tu t'inscris. Tu veux accueillir des étudiants chez toi, tu t'inscris aussi. Et nous, on fait les matchs. C'est un peu le Tinder de la matzah. Donc, c'est le meilleur moyen de passer un CEDER joyeux, chaleureux, inoubliable. Et parfois, de se sentir donc un peu moins seul dans une grande ville. Toutes les infos sont sur Insta, Facebook, ou tu peux nous appeler directement, trouver le contact sur notre site. C'est top. Merci beaucoup Léa. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Ce sera l'édito du président de l'UEJF, Youssef Murciano. De retour dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8. Et c'est l'heure de l'édito du président de l'UEJF, Youssef Murciano. En 70 après notre ère, comme souvent dans l'histoire juive, un peuple décide de conquérir Jérusalem. Rome est trop puissante pour la petite capitale, et comme souvent dans l'histoire juive, le massacre commence. Un groupe de résistants, de survivants se réunit sur la colline de Yabné, à l'ouest de Jérusalem. Comptant les morts, ils craignent l'oubli. La tradition juive considère que c'est ce groupe de survivants-là qui invente la mémoire. En 2025, je me souviens d'eux, et ça me permet de comprendre ce que l'on fait ensemble, aujourd'hui, le 7 avril. De comprendre ce que fait l'UEJF depuis 1944, ce que fait Ibuka depuis 1994, et ce que l'on fait ensemble, l'UEJF et Ibuka, depuis cette promesse échangée à l'université de Kigali en 2006. Des Juifs qui promettent de se souvenir du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Des Tutsis qui promettent en retour de se souvenir de la Shoah. Juifs et Tutsis croyaient, et croient encore, que la mémoire est un partage, un dialogue, que me souvenir de l'autre m'apprend des choses sur moi, que la concurrence des mémoires, qu'ils essayent d'instaurer, nous la refusons. Zachor proclament les uns, Ibuka répondent les autres. Souviens-toi, disons-nous ensemble. Nous pourrions oublier, tourner la page, s'occuper de l'avenir, du quotidien. Mais deux choses nous retiennent, nous assignent presque au souvenir. D'abord, il y a les morts d'hier, les massacrés, les gazés, les brûlés, les génocidés. Les oublier serait les assassiner une seconde fois. Non, nous ne nous y résoudrons pas. Ensuite, il y a la définition même de la mémoire. La mémoire est un combat d'aujourd'hui. Elle a un objectif, celui d'interagir avec notre environnement. Les morts d'hier, notre mémoire et leurs souvenirs, tout cela ne doit servir qu'à montrer là où peut conduire la haine, résorber le racisme et l'antisémitisme, et combattre ceux qui veulent tronquer l'histoire pour mieux servir leur narratif.
Sur les réseaux sociaux, à l'université, au travail, les négationnistes travaillent, attaquent les juifs et les Tutsis. Ils crient leur haine dans les mêmes termes sous les publications d'Ibuka ou de l'UEJF. Leurs slogans, qu'ils s'adressent aux juifs ou aux Tutsis, disent sensiblement la même chose. Les victimes d'hier seraient devenues les bourreaux d'aujourd'hui. Eh bien non. Disons-le ici avec force. Nous ne sacrifierons pas la mémoire sur l'autel des controverses. Les civils qui meurent nous tordent le ventre, mais les négations des génocides d'hier ne servent pas la paix, mais seulement l'oubli et la perpétuation de la haine. La mémoire est un combat d'aujourd'hui. En son nom, nous disons Zachor Ibuka. Merci beaucoup Youssef Murciano, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous invités, chroniqueurs et à Théo pour la réalisation de cette émission. On se retrouve dans 2 semaines sur RCJ et Raït Saméar.